Radio, il est presque 14h. Bonne fête avec Sud Radio. Parlons vrai. Et tout de suite les infos avec Mathieu Bellissario. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Le Pas-de-Calais sous les eaux. Le département est toujours placé en vigilance rouge eau crue. Météo France attend encore entre 20 et 50 mm de pluie aujourd'hui. Pas d'accalmie espérée avant vendredi. En attendant, bien près de 200 évacuations ont été réalisées depuis hier par les pompiers ou les municipalités. Autre conséquence des intempéries, 1450 foyers sont actuellement privés d'électricité, indique la préfecture du département. Et puis à noter également que 7 autres départements sont placés en alerte orange pour crue, du Finistère jusqu'à la Moselle en passant par les Ardennes. Il avait participé au débarquement en Provence en 1944. Le résistant Michel Cherrier est décédé à l'âge de 102 ans à Luc-sur-Mer dans le Calvados. Annonce du préfet du département qui adresse toutes ses condoléances à sa famille. Après la guerre, Michel Cherrier a été un militant actif des associations du monde combattant. Il avait également été fait chevalier de la Légion d'honneur. Dans l'actualité à l'étranger, cette prise de parole très attendue, le chef du Hezbollah doit prononcer un discours à Beyrouth cet après-midi, intervention qui fait suite à la frappe menée hier par Israël au Liban, une attaque au drone qui a visé un immeuble en périphérie de la capitale libanaise et dans laquelle 6 personnes ont été tuées, notamment le numéro 2 du Hamas. Retour en France avec le musée du Louvre qui a fait le plein. L'an passé, il a retrouvé quasiment la même fréquentation que celle d'avant la crise sanitaire. Près de 9 millions de visiteurs ont été accueillis en 2023, un chiffre en hausse de 14% par rapport à 2022. Parmi les nombreux visiteurs, une grande majorité d'étrangers, 68% au total, notamment des Américains. Et puis, c'était un engagement du maire de Marseille, Benoît Payan, lors de ses vœux. L'an passé, la cité phocéenne va lancer un appel d'offres pour l'aménagement de la piscine naturelle du MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Le projet prévu en juin dernier avait été reporté quelques mois pour des questions de sécurité. Pour l'heure, le bassin sert de port pour les bateaux de plaisance. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente journée à tous. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Le Quintet à Vincennes vient de se courir à l'instant puisque le départ était prévu à 13h55 avec la victoire du 5 Gibus devant le numéro 2 Gand de Bassière. La 3e place étant prise par le 10 Esteban Gel, la 4e par le 7 Guide-moi Forgan. Il y a photographie ensuite entre les numéros 6 et 8. 5, 2, 10, 7 et 6 pour l'arrivée provisoire puisque la photo vient d'être développée à l'instant. Merci Jean-Paul Delperrier et ses résultats, vous les retrouvez sur le site sudradio.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Depuis la nuit des temps, les sociétés évoluent et forcément les relations entre les hommes et les femmes suivent cette évolution. Mais depuis une vingtaine d'années, les choses ont nettement plus bougé à tel point que parfois nos ados ne s'y reconnaissent pas toujours. Philippe Hoffman est avec nous durant ces 2 heures et donc en tant que psy et thérapeute, il travaille beaucoup avec les ados et il va vous aider à mieux comprendre comment l'enfant se transforme en adulte. Et cette transformation, eh bien, elle passe par le cap de l'adolescence. C'est une période formidablement intéressante mais qui est souvent très complexe. Pour ne pas dire difficile. Alors on va aborder évidemment les questions d'identité sexuelle. On pourra également revenir sur la question du genre, qui n'est pas toujours très facile à comprendre. Et puis Philippe Hoffman va également dans un instant évoquer la timidité parfois assez maladive de certains ados. Et puis d'autres ados ont des provocations sexuelles au moment de leur adolescence. Et on va essayer de comprendre également pourquoi. Alors on imagine évidemment qu'il ne s'agit pas des mêmes ados. En tout cas, je vous invite à venir témoigner ou à poser vos questions et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Philippe Hoffman. Bonjour Brigitte, bonne année. Merci, bonne année à vous aussi et surtout évidemment bonne santé, de l'amour et de l'humour comme je le dis depuis hier. Alors Philippe Hoffman, vous avez beaucoup travaillé sur les ados, vous avez d'ailleurs écrit un livre, L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents, c'était aux éditions Albin Michel il y a déjà quelques années, c'était peut-être un petit peu d'avant-garde mais on voit bien que de plus en plus les jeunes restent longtemps chez leurs parents et ça c'est également un phénomène assez nouveau, c'était pas comme ça il y a 50 ans. Oui, il y a même moins que ça. Non, c'est pas que simplement qu'ils restent chez leurs parents, c'est que
ils sont en lien avec leurs parents, en lien très très puissant avec leurs parents. Ils leur demandent beaucoup de conseils, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien dans une société qui est difficile. Et surtout, ce qu'on constate, ce que j'avais constaté déjà il y a 10 ans, c'est que il y a une forme de défiance par rapport à toute forme d'engagement dans l'existence. Et je crois que ça s'est encore accentué avec l'histoire du Covid et ensuite avec toutes les angoisses qui sont liées aux guerres dont on nous parle tant et qui sont aux portes de l'Europe aussi. Donc sans oublier les problèmes écologiques qui concernent énormément, beaucoup plus les jeunes d'ailleurs que les personnes seniors. Oui, bien sûr, mais c'est tout un ensemble qui fait que c'est on va dire un avenir un peu angoissant. Et on a peut-être un peu on peut comprendre que les jeunes devraient s'engager dans l'existence, dans l'aventure un peu de la vie, mais quitte à faire des erreurs, à découvrir des sensations, des nouvelles rencontres, etc., ne le font pas, restent un petit peu dans un entre-soi, protégés, avec les parents, pas simplement en habitant chez eux, mais en étant comme une sorte de couverture de survie. Et d'ailleurs, dans tous les sens du terme, parce que souvent c'est les parents qui aident les jeunes à s'installer. Et ça, c'est encore plus fréquent aujourd'hui et aussi peut-être parce que justement effectivement on nous dit qu'on est dans un monde, dans un cruel plein de drames à venir, etc. Alors que quand on est jeune, on devrait au contraire se réjouir de la vie et avoir cette naïveté de croire que le monde est formidable. Oui, donc c'est ce manque d'insouciance en quelque sorte qui caractérise nos jeunes d'aujourd'hui. Vous parliez d'une timidité, parfois même maladive. Alors on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui restent enfermés chez eux, à regarder notamment leur smartphone sans arrêt et à se faire livrer dans leur chambre des pizzas. Ça représente quel pourcentage de jeunes? Alors, ça représente pas un fort pourcentage de jeunes, mais il y a une tendance comme ça. C'est-à-dire que il y a la pathologie, on va dire les phobies scolaires, les phobies sociales où les gens sont enfermés dans des jeux vidéo, dans leur smartphone et chez eux, et souvent d'ailleurs au domicile parental. Et puis ça, c'est vraiment une forme de pathologie particulière. On en parle beaucoup, mais vous savez, c'est comme certaines pathologies dont on parle beaucoup, comme le transsexualisme, qui concerne en fait très peu de gens. Bon, mais par contre, il y a une tendance à l'enfermement, au fait de ne pas se propulser comme ça vers l'inconnu, en fait. Et ça, c'est une tendance lourde qui depuis les années 2000, qui s'est amplifiée. Et on l'a vu, par exemple, d'ailleurs, ils ont mis une mesure en place pour essayer de changer ça. Mais on le voit, par exemple, sur les jeunes qui refusent de passer leur permis de conduire. Vous voyez, il y en a de plus en plus. Il y en a énormément qui n'ont pas leur permis. Comme si il fallait pas s'aventurer sur des routes ou alors on est conduit par d'autres. Et puis c'est pas simplement parce qu'on a une défiance pour les bagnoles. Oui, bien sûr. Et puis alors vous parliez aussi de cette provocation sexuelle chez certains ados. Donc là c'est complètement autre chose. Oui. C'est-à-dire. Alors voilà, en fait, vous vous souvenez quand je faisais ma chronique, je parlais souvent des paradoxes chez l'adolescent, avec des excès dans tous les sens. Alors il y a des excès de timidité, il y a des ados qui vraiment, si on leur présente
une possibilité d'une rencontre un peu sexualisée, ne serait-ce que leur caresser la joue ou leur faire un petit bisou, ça les tétanise. Et puis il y en a d'autres au contraire qui sont beaucoup plus dans un système de provocation qui passe par les réseaux sociaux ou par d'autres manières d'être face aux adultes, hein, et à leurs copains et leurs copines, qui sont capables de montrer des images intimes d'eux-mêmes, sexuelles, etc. Même si ils pensent le faire dans un cercle extrêmement réduit. On sait très bien que ça peut être récupéré et qu'après ça peut tourner au harcèlement. Mais il y a vraiment une double face comme ça entre des jeunes qui sont beaucoup plus dans la provocation pour exister et pour montrer que ils sont là et que on les regarde et donc ils existent, et d'autres qui préféraient se fondre carrément dans les murs pour ne pas exister, pour ne pas être vus, et parce que comme s'ils avaient des désirs et des fantasmes coupables que ceux qui sont provocateurs agitent. Et puis il y a un phénomène aussi très très nouveau quand on fait des enquêtes sur leur sexualité. On constate qu'a priori ils ont plutôt moins de rapports sexuels que leurs parents au même âge, et en revanche ils se revendiquent beaucoup bisexuels. Oui, alors bon, ça c'est, on pourra en parler mais plus longuement, mais c'est un peu dans l'air du temps cette histoire de bisexualité, c'est-à-dire que dans le fond, on est dans un monde, vous savez, maintenant de tous les possibles au niveau des orientations sexuelles, et en plus il y a tout un militantisme autour de tout ce qui concerne l'intersectionnalité, enfin, etc. Ça, vous connaissez ça par cœur, et donc ça va très loin. Par exemple, un jeune qui joue à un jeu vidéo en ligne et qui va, un garçon qui va utiliser un avatar de femme qui a certains pouvoirs, etc. Eh bien, il va être contacté parce que, vous savez, il y a des histoires de réseaux d'observation sur le net. Il va être contacté par des réseaux en disant oui, il faut peut-être que tu assumes ton côté féminin, mais peut-être que tu as une part féminine en toi et que et donc tu aurais peut-être une homosexualité latente, cachée, que tu pourrais exprimer, et c'est très bien, etc. Donc il y a des ados que ça trouble profondément parce que c'était pas le but de leur jeu quand ils jouaient aux jeux vidéo, ou quand ils cherchaient des avatars. C'était plus des désirs ou des fantasmes comme ça. Mais ils sont rattrapés un petit peu parce que il y a un discours rampant, très 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 repris par pas mal de médias aussi, qui fait que on est dans un monde de tous les possibles et ça devrait concerner tout le monde, sauf que moi je suis extrêmement clair là-dessus, comme beaucoup de mes collègues. Il ne faut pas confondre les adolescents qui sont en fait des êtres en devenir, qui sont un mélange d'enfants de 5 ans et de jeunes hommes de 25 ans, et les adultes qui ont toutes leurs possibilités de choisir, de faire des expériences diverses et variées, et on n'est pas à la même période, on n'est pas à la même époque, et on pourrait presque dire d'ailleurs qu'à l'adolescence il y a deux périodes. Il y a une période vraiment qui assoit les différenciations sexuelles et tout ce qui est hormonologie, etc. Et puis après, il y a une deuxième période qui est plus justement identitaire, qui se situerait après 15 ans, et une fois que les jeunes sont formés en fait physiquement, et qui à ce moment-là posent des questions sur le genre, l'orientation sexuelle, etc., qui sont des questions complexes, où d'ailleurs personne n'a vraiment de réponse, mais qui sont aujourd'hui dans lesquelles pour lesquelles on a des réponses toutes faites. Et il faut surtout pas que les jeunes s'arrêtent à ces réponses toutes faites s'ils veulent rester justement avec leur liberté de penser.
de se trouver et de se construire. Eh bien, on va en parler avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Et dans un instant, c'est Sophie qui va témoigner. C'est Gilles Gonzman, je vous souhaite une bonne année 2024 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Hoffman est avec nous, psychologue clinicien, pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le corps, parce que le corps est important à cette période de sa vie puisqu'il se transforme de nos ados. Et nous allons commencer avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui se présente. Voilà. Meilleurs vœux à vous aussi Sophie. Merci. Alors moi je voulais témoigner parce que j'ai une fille, j'ai deux filles, mais celle qui lui pose plein de points d'interrogation, c'est la dernière qui a 17 ans aujourd'hui et qui a eu des expériences, ses premières expériences amoureuses avec des filles. Et qui se proclamait, on va dire, lesbienne, voilà. Et puis là, depuis une année, autour de l'âge de 16 ans à peu près, eh bien, elle a maintenant des relations avec des garçons hétéros. Voilà. Et ça a été très compliqué, ce chemin pour elle, on va dire ça comme ça, parce qu'elle nous a caché, soi-disant, que dans sa petite enfance, elle avait eu des bisous ou des jeux amoureux avec des petites filles de son âge. Et donc, elle a été influencée, on va dire, par ça. Par contre, elle nous l'a toujours caché. Elle a eu beaucoup de mal-être en elle à cause de ces petits bisous ou ces petites relations qu'elle a eues quand elle était petite. Et donc, de ce fait, elle a toujours pensé qu'elle était lesbienne en réalité. Et puis, on a eu des conversations autour de ça et elle a beaucoup souffert. Un jour, elle s'est lâchée, elle m'a dit ça. Et elle pensait qu'elle était lesbienne. Et puis finalement, vous voyez, là, depuis 1 an et demi, alors elle me dit qu'elle est en réalité bisexuelle. Voilà. Qu'en réalité, elle prend ce qui se présente à elle et ce qui la fait vibrer. Voilà, elle va vers ce qui la fait vibrer. Donc si c'est un garçon, sur le moment, c'est un garçon. Si c'est une fille, c'est une fille. Par contre, elle est sans cesse dans la comparaison. Là, en ce moment, elle est avec un garçon et elle compare les difficultés qu'elle a avec lui dans ses relations par rapport à la relation qu'elle avait avant avec la jeune fille avec qui elle était. Donc, elle sait pas trop. Alors, avec son père, en fait, on reste assez neutre. On essaye de pas en fait, on n'a pas vraiment de nous, ce qui compte, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle se sente bien en réalité. C'est vrai qu'on préférerait qu'elle soit hétéro pour tout un tas de raisons, parce qu'on sait que aujourd'hui l'homosexualité, même si on crie partout que ça rentre dans la normalité, que tout est bien, il y a encore beaucoup de racisme entre guillemets envers les personnes qui ne sont pas hétéros. Et c'est vrai que les inquiétudes, elles sont un peu là. Et puis on se dit, si elle est avec un garçon, elle a quand même plus de chances d'être en sécurité, mais tout ça c'est des croyances, c'est débile en réalité. Donc nous en fait ce qu'on veut c'est qu'elle soit heureuse, on a lâché un peu l'affaire avec ça et on la laisse vivre ses expériences amoureuses comme elle l'entend, et nous on accepte à bras ouverts toujours la personne qui se présente. On fait ce qu'on peut, voilà. Oui, je crois que vous faites bien, il n'y a pas de doute là-dessus, puisque vous la laissez se chercher, en fait, parce que ce qu'elle raconte, cette fille, finalement, c'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a 30 ans, parce que on se cachait si on avait des relations avec des personnes de son propre sexe. Tandis qu'aujourd'hui, je dirais presque, c'est plus fun et plus à la mode d'annoncer qu'on a des relations à la fois avec les hommes et avec les femmes. Mais je pense que à 17 ans, rien n'est décidé réellement, me semble-t-il. Là, justement, c'est pour ça que j'aimerais avoir l'avis de Philippe un peu là-dessus. C'est vrai que nous, forcément, en tant que parents, on est rassurés par une relation classique, hétéro, voilà. Mais en réalité, à vivre au quotidien, nous, ce qu'on veut, c'est le bonheur de nos enfants. C'est ça. Bien Par sûr. contre, vous dire que rien n'est décidé, j'en sais rien, parce que quand je parle avec elle et que j'essaye d'avoir des conversations à ce sujet, d'ailleurs, ça l'agace profondément. J'ai du mal à parler avec elle de ça, d'avoir une grande conversation, on va dire. Et elle dit que, voilà, elle dit qu'aujourd'hui, les générations, on est libre, qu'on a
pourquoi s'enfermer dans un stéréotype? Pourquoi que en fait ce qui compte c'est la relation, c'est l'amour, et que peu importe le support, que ce soit masculin ou féminin. Enfin voilà, ils ont une vision, on va dire, un peu différente de notre génération à nous. Ça c'est clair. Philippe Hoffman, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Sophie? Alors moi j'ai beaucoup aimé Sophie votre témoignage parce que on est presque dans un livre de psychologie là, vous voyez. C'est-à-dire que votre fille vous dit j'ai fait des jeux sexuels quand j'étais petite et donc ça a dû influencer ma sexualité et mon homosexualité de jeune fille, et je suis devenue lesbienne à 14-15 ans. Bon, et en fait, c'est très typique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gosses qui font des jeux sexuels à 4-5 ans, dont on n'est pas forcément au courant parce que ça peut se passer avec le frère, la sœur, le cousin, dans la cour de l'école, enfin un peu partout, ils en gardent plus ou moins des souvenirs ou des émotions particulières. Mais en fait, ça fait partie de la découverte et de la différenciation sexuelle et des jeux qui s'autorisent, et d'excitation aussi qui sont propres à un corps qui devient de plus en plus érogène quand on est tout petit, mais qui n'est pas un corps génital, parce qu'il n'y a pas, c'est pas encore génitalisé, il n'y a pas d'hormones mâles ou femelles qui sont développées. C'est beaucoup plus de l'excitation comme ça. Donc en fait, elle a vécu des petites choses, elle les a raccrochées, ou alors elle a lu ça dans des revues ou sur les réseaux ou je ne sais où, et à son homosexualité de jeune fille. Et en fait, comme je l'ai déjà dit souvent, il y a pour les jeunes filles, à la limite, c'est presque plus facile que pour les garçons, parce que pour les garçons, il y a encore un tabou assez fort sur l'homosexualité chez les jeunes, par exemple, et chez les collégiens. Mais chez les collégiennes, c'est un peu toléré quand même qu'on se tienne par le cou, qu'on se fasse des bisous, qu'on prenne un bain ensemble, qu'on aille dormir l'une chez l'autre. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tabous sociaux autour de ça, et donc il peut y avoir une relation amoureuse qui se noue dans le cadre d'une amitié amoureuse, et même à aller un peu plus loin, puisque on peut expérimenter quelques formes de sexualité entre jeunes filles. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle vous affirmait ça avec beaucoup de véhémence en disant oui, je suis lesbienne, c'est comme ça aujourd'hui, etc. Et puis après, elle vous dit voilà, j'ai rencontré un garçon, je suis amoureuse et je suis hétéro. Donc si je suis lesbienne hétéro, je suis bi. Vous voyez, bon, il y a une espèce de théorisation comme ça et de raccourci. En fait, non, elle a fait une première expérience homosexuelle qui est assez classique, d'ailleurs, chez beaucoup de jeunes filles, mais qui n'est pas forcément consommée, mais qui est pas loin, enfin, d'être consommée, avec des rapprochements érotisés, on va dire. Et puis, elle s'est retrouvée à 16 ans à rencontrer un garçon, et donc d'avoir une hétérosexualité qui certes n'est pas parfaite, parce que souvent c'est un peu décevant les premières expériences, et puis mais en fait ça lui permet surtout de rencontrer le corps d'un autre différent de son corps à elle, d'être pénétré, de découvrir des jouissances différentes, ça a rien à voir d'être pénétré par un garçon et son corps que de jouer avec un godemichet, avec une copine. Donc et ça, c'est des sensations complètement nouvelles. Alors effectivement, elle aime peut-être bien les deux, pourquoi pas, et elle pourrait se dire bisexuelle, mais laissez-la. Je crois que Brigitte a tout à fait raison. Il faut la laisser se chercher tranquillement, mais c'est plutôt positif ce qui s'est passé, et peut-être qu'un jour elle pensera quand même que ça serait bien qu'elle rencontre un garçon formidable, pourquoi pas, qui ait des qualités un peu féminines aussi, tout en restant sexuellement un homme avec qui elle a des relations hétérosexuelles. Donc, voilà. Et surtout, alors, dernière chose, n'en parlez pas trop, parce que l'intimité, ça se discute pas.
Oui, laissez-la se trouver. Merci beaucoup Sophie en tout cas de ce témoignage. On fait une petite pause et puis dans un instant c'est Roland qui sera avec nous. Vous pouvez également nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Cette espèce d'affrontement, c'est inéluctable ça, Michel Onfray. Il y a une espèce d'ensauvagement du débat sur Internet. Je veux dire, c'est une poubelle remplie d'ordures que les gens se versent sur la tête chaque matin. Il y a un moment donné, on ne lit plus, on n'écoute plus ce que les gens disent, on est juste abonné à des sites qui nous confirment dans nos bêtises. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Hoffman est avec nous, il nous aide à comprendre ce qui se passe chez les ados. Et nous avons Roland maintenant qui est avec nous. Bonjour Roland. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe Hoffman. Merci d'être avec nous. Donc votre plus grand a Merci 14 ans, hein, c'est ça ? Oui, alors absolument. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter à tous et à l'équipe de Sud Radio et à Sud Radio une très bonne année, aussi bonne que possible. Pour en revenir au sujet, effectivement, on a un garçon, un grand de 14 ans, qui est un petit peu timide sur le sujet. Alors évidemment, comme l'auditrice précédente, moi personnellement, en ce qui me concerne, je suis sur la même position. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'elle a évoqué. Maintenant, c'est vrai que nous, avec mon épouse, on n'a pas trop tendance à aller chercher la discussion. On les laisse plutôt venir à nous en ce qui concerne tout ce qui est sexuel. C'est vrai que c'est un adolescent qui est très porté sur les jeux vidéo, tout ce qui est smartphone et réseaux sociaux un petit peu, avec modération évidemment, mais avec mon épouse, en mettant tout ce qui est wokiste, tout le phénomène wokiste autour du phénomène transgenre, LGBT, etc. On est comment dirais-je, on est assez traditionnaliste dans le sens où effectivement on a deux garçons, on aimerait que dans l'idéal qu'ils soient tous les deux hétéros, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec toutes ces informations qui transitent un petit peu autour de chacun, on est amené effectivement à avoir des doutes, comme tout parent au sujet de l'existence de son enfant. Bien sûr. Et on essaye de voilà. Oui, vous êtes comme Sophie, vous êtes pour qu'ils soient, ces deux garçons soient avant tout heureux, quel que soit leur choix et leurs orientations sexuelles. Moi, je crois Philippe Hoffman, ce qui est important à dire à Roland et à tous ceux qui nous écoutent, on entend énormément parler du wokisme dans les médias, et quand on fait quand on regarde les enquêtes actuelles sur la population française, on se rend compte que ça concerne beaucoup moins de gens que ce qu'on pourrait croire, et qu'en fait, si les médias en parlent beaucoup, c'est parce que c'est spectaculaire, ça fait de l'audience, etc. Il n'y a pas plus d'homosexuels aujourd'hui qu'il y a 20 ans, en fait, si on regarde les enquêtes sur les orientations sexuelles. Donc déjà ça, je crois que c'est important qu'en tant que parents, on soit pas en train de penser que les choses bougent plus qu'elles ne bougent. Philippe Hoffman, oui. Attendez, on va laisser réagir. Philippe Hoffman, vous avez la parole quand vous voulez. Oui, alors oui, là-dessus, je suis d'accord totalement avec Brigitte. Il faut toujours regarder les faits et ne pas s'appuyer sur tout ce qui est dramatisé, tout ce qui est de l'ordre de la société du spectacle ou des réseaux sociaux. Et c'est sûr que aujourd'hui, les jeunes ont un accès à beaucoup de choses et se posent plus de questions qu'ils ne s'en posaient auparavant. Mais c'est pas parce qu'ils se posent des questions
que ils vont forcément, ça va changer forcément leur orientation sexuelle, parce que c'est compliqué, vous savez, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, c'est pas quelque chose qui se construit comme ça du jour au lendemain, ça se construit en fait depuis la grossesse. Donc c'est plein de petits éléments qui se rajoutent les uns derrière les autres et qui font que à l'adolescence ça prend de l'ampleur, ça prend on le voit davantage. Mais ça peut être récupéré effectivement par tout un tas de mouvements, quels qu'ils soient, ou autistes ou autre chose, ou sectaires ou je ne sais quoi, qui vont ou religieux, qui vont vouloir orienter un petit peu tous les désirs et tous les fantasmes sexuels des adolescents, parce qu'on sait très bien qu'à l'adolescence, tous les ados ont des désirs et des fantasmes très très importants, mais aussi très fluctuant, ça change tout le temps. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc maintenant, vous pouvez pas trop en parler avec les ados, parce que comme dans l'exemple précédent, quand il y a une fille qui vous dit, voilà, je suis lesbienne, c'est très bien, comment tu n'acceptes pas ça, tu es homophobe ou je ne sais quoi. Bon, on peut pas discuter de ça, parce que au moment T, à l'instant précis où ça se vit, puisque les ados vivent avant tout dans le présent et dans l'immédiateté, c'est pas la peine d'essayer d'argumenter. Par contre, une fois que les choses ont évolué, que les ados ont passé la barrière des 15 ans, on arrive des fois à parler un peu avec eux en leur disant, voilà, tu as du recul sur ton adolescence parce que tu as déjà passé 4 ans d'adolescence et tu vois, il s'est passé beaucoup de choses en 4 ans. Eh ben, dans les 4 prochaines années, il va encore se passer beaucoup de choses et donc tu vas changer, tu vas évoluer sur certains sujets, sur certaines pratiques. Donc, pour l'instant, rien n'est figé, mais tu fais comme tu l'entends. Par contre, une chose est sûre, et ça, en tant que parent, c'est important, il faut aussi, au-delà des discours, etc., leur dire de se protéger, sexuellement, de ne pas faire n'importe quoi, et puis surtout de ne pas prendre les jeux sexuels de manière trop légère, parce que on peut se retrouver si on picole trop, si on prend certains produits dans des soirées, à se faire violer ou à se retrouver dans des situations bien embarrassantes. Donc là, c'est le rôle de parents de rappeler ça, même si on passe un peu pour des vieux cons, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On est très dans la protection, justement. Nous, de ce point de vue-là, on essaye de les préserver, de les avertir du mieux qu'on peut par rapport à tout ce que Philippe Hoffman vient d'évoquer. Cependant, on estime que, aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes sont d'accord par rapport à mon point de vue, c'est que on essaye aussi de les limiter et de les informer sur cette sorte d'information qui est aujourd'hui omniprésente à la télé, dans les jeux, dans les publicités notamment, et puis un petit peu partout dans les émissions télé et aussi dans les films. Je sais que Euro Disney a essayé d'un petit peu de mettre un petit peu les pieds dans le plat concernant tout ce qui est LGBT et transgenre, etc. Et moi j'ai l'impression que ces événements-là sont liés à une sorte de comment dire, on essaye de faire en sorte que ça devienne une norme, tout ça, en sachant évidemment que les jeunes sont des éponges, et on essaye j'ai l'impression qu'on essaye de les formater un petit peu quelque part à tout ça pour que considèrent que ça devient la norme, pour que dans les 10, 20, 30 prochaines années à venir, ils trouvent ça absolument normal, alors que pour faire un enfant, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il faut une maman, et un papa. Et c'est sur cette nature de l'être humain qu'on essaye de les faire avancer au niveau de la sexualité. Voilà. Je pense que c'est pas mal ça. Oui, mais Roland, ce que vous dites, beaucoup de gens le pensent et sont agacés par ce qui se passe en ce moment. Mais ce qu'il faut toujours bien comprendre, c'est que cette minorité, elle est très agissante et parle très
très fort et a envie, en effet, d'influencer. Et c'est vrai que les ados sont très très influençables. En même temps, on peut être influencé au moment de l'adolescence et puis se retrouver. Il y a toujours malheureusement une petite partie de l'adolescence d'adolescents qui va se laisser influencer. On le sait aussi bien pour d'autres choses que l'identité sexuelle. Mais je crois que ce qu'on peut aider aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux ados que la société n'est pas binaire. Moi, je pense que ce qui est assez dangereux aujourd'hui, et on le voit notamment dès qu'il y a des débats à la télévision, il faut être pour ou contre, il faut être blanc ou noir, il faut être grand ou petit ou je ne sais quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut transmettre aux ados. On est actuellement peut-être un peu trop dans un monde binaire et laisser aux ados la possibilité de trouver leur place entre justement les deux extrêmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Hoffman. Je suis complètement d'accord. Je pense que le rôle des parents, justement, aujourd'hui, puisqu'on a l'impression, souvent les parents sont un peu dépassés avec les ados, mais le rôle des parents d'ados, justement, c'est de développer leur esprit critique et leur dire, bah oui, voilà, tu peux voir ça de cette manière-là ou d'une autre manière, mais on peut aussi essayer de comprendre encore autrement. Et en fait, les choses sont très complexes et c'est très bien parce que c'est la complexité qui fait aussi la force de la pensée. S'il n'y a pas de pensée, s'il y a qu'une pensée, comme vous dites, binaire, on va vers un monde à la Walt Disney avec les gentils et les méchants. Et puis, du coup, on n'a qu'un reflet complètement caricatural de l'être humain. Et ça explique après, effectivement, qu'il peut y avoir des passages à l'acte ou des incompréhensions. Donc, le rôle des parents, c'est d'éduquer à la critique. Par exemple, si effectivement on regarde un film ensemble, un film qui est pas trop mal, et puis on en discute, du point de vue d'un personnage, puis d'un autre, et puis on essaie de faire, et surtout on essaye de faire penser l'adolescent par lui-même. On l'interroge, on lui dit oui, mais si tu étais à la place de celui-là, qu'est-ce qui se passerait? Enfin, on ne le laisse pas toujours affirmer comme ça les choses pour qu'on s'oppose en fait, parce que ça aussi ils aiment bien le faire. S'ils vous disent voilà, tu sais, si par exemple ils sont très très hétérosexuels et puis ils vous regardent dans les yeux et disent alors si j'étais homosexuel comment tu réagirais? Bon, c'est une façon de vous provoquer, vous voyez. Bon, donc il faut toujours voir quand on peut discuter, c'est pas toujours facile, mais développer l'esprit critique, c'est le rôle des enseignants et des parents. Et merci, ça, c'est fondamental. Merci Roland, et tenez bon, comme on dit. Bonjour Tiffaine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Alors, Tiffaine, vous allez bonjour. répondre à 3 questions intimes et puis ensuite vous pourrez en poser une à Philippe Hoffman. Première question, Tiffaine, est-ce que vous êtes 100% hétérosexuel ou bisexuel ou homosexuel? Vous mettez la barre où? Alors, 100% hétérosexuel. D'accord. Deuxième question, 100%. Est-ce que vous aimez votre corps? Je fais avec. En vieillissant, j'essaye d'être de plus en plus gentille. Mais c'est un peu compliqué, non, je crois pas. Enfin, je l'aime de plus en plus, on va dire. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Et troisième question, est-ce que vous avez déjà pratiqué le BDSM? Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà utilisé des menottes, un petit fouet, enfin, bander les yeux, toutes ces petites choses? Non, jamais. Pas du tout. Pas du tout. Bon, d'accord. Absolument jamais. Non. D'accord. Eh bien, écoutez, très bien. Merci d'avoir répondu à ces 3 questions. Et c'est à vous d'en poser une à Philippe Hoffman. Oui, alors j'ai vu que M. Hoffman, donc si je ne me trompe pas, a écrit un livre sur les chiens et l'importance des animaux, c'est ça, oui, des humains. Absolument. Okay. Alors, je voulais savoir si il est possible pour un humain de tomber amoureux de son chien ou de sa chienne, pour le coup.
Est-ce que ça peut aller jusque-là, le sentiment? Parce que je sais pas, moi j'ai pas d'animaux, mais quand j'entends des gens témoigner et agir, et je me demande s'il peut y avoir ce sentiment du coup d'amour envers un animal. Jolie question. Philippe? Ouais, c'est une belle question. Et bon, et puis je suis content que vous évoquiez mon livre Le chien est une personne. Donc oui, je pense qu'on peut tout à fait. On ne fait pas que craquer pour un animal. On peut tout à fait considérer cet être sensible et vivant comme son enfant, son compagnon, quelqu'un qui vous apaise, qui vous soulage, qui ne vous juge pas, qui est proche de vous, qui est doux, et c'est quand même, dans ce cas-là, c'est presque être amoureux d'un être idéal. Vous voyez, donc c'est presque comme dans un conte de fées, et c'est un peu ce qui se dégage de l'amour que l'on porte à nos bêtes familières. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va au-delà, vous voyez, de l'amour au sens avec une excitation sexuelle, ou de l'amour filial avec un attachement viscéral. C'est encore autre chose, mais c'est très puissant, c'est très intense, et en plus ça a le mérite d'être absolument unique. Et même s'il y a beaucoup de projections dans tout ça, ça fait du bien. Et il y a beaucoup de gens seuls qui peuvent en témoigner que sans leur animal, ils seraient complètement perdus. Et puis il faut peut-être... Oui, allez-y, Tiffany. Je peux avoir une précision, parce que du coup, est-ce que, comme vous dites, en effet, il apporte de la chaleur, de la compagnie, etc., mais il ne dit jamais rien. Et est-ce que du coup, ça peut être par découragement d'amour entre humains qu'on reporterait son amour sur un chien? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, on est garanti d'avoir de l'amour en retour qu'on s'imagine, j'imagine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une part comme ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a une part, effectivement, il y a une part qui pourrait être pensée comme ça. Voilà, on est seul, on est triste, on a son animal, heureusement qu'il est là, etc. Mais il y a aussi autre chose, parce que l'animal vous renvoie aussi des choses. Dans son regard, dans sa manière de vous suivre, de vous respirer, de vous devancer dans vos gestes, etc., ou dans vos envies, dans vos désirs. Et par exemple, si vous êtes malade, eh bien l'animal vient se mettre contre vous d'une certaine manière parce qu'il a ressenti votre mal-être. Oui, et il y a quelque chose en fait de l'ordre de la fusion entre le maître et son chien. Merci en tout cas Tiffen pour cette question qui a certainement intéressé beaucoup d'auditeurs qui, je sais, ont souvent des animaux. Philippe Hoffmann, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Mais u24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Hoffmann et nous allons accueillir Delphine pour justement aborder la question du transgenre. Alors moi je me suis intéressée à cette question de changer de genre il y a très longtemps. C'était même bien avant même les années 2000. Et à l'époque on parlait plutôt de transsexuel et on a changé le terme en transgenre. Et je trouve que c'est très intéressant parce que les personnes qui changent d'identité sexuelle, en fait, ne changent pas forcément de sexualité, elles changent bien d'identité de genre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Philippe Hoffmann. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, justement, il faut bien penser une chose, c'est pas comme cette histoire de mélange entre hétérosexualité et homosexualité où on serait bisexuel. Là, on peut pas mélanger les genres. C'est soit on adopte un, soit on adopte l'autre.
En tout cas, quand on est transgenre, on a envie d'être l'autre genre, où on a l'impression de ne pas être, que notre corps ne correspond pas au genre que l'on nous a assigné à la naissance et toute notre vie. Hein. Donc, c'est vraiment, ça concerne très peu d'individus. Là aussi, c'est pareil, on en parle énormément. Mais ça pose beaucoup de questions aux adolescents qui sont en pleine métamorphose. Donc pour eux, la métamorphose du corps, ça s'assimile un petit peu à un changement total de leur genre, mais c'est pas du tout ça. En fait, ça ne fait qu'affirmer un genre et puis après des orientations. Et il faut pas confondre d'ailleurs orientation sexuelle et genre. Bien sûr. Alors c'est Delphine qui est avec nous. Delphine, merci de témoigner. Il nous reste peu de temps avant les infos, mais ne vous inquiétez pas, on vous redonnera la parole après les infos. Alors Delphine, vous avez fait votre coming out lorsque vous aviez 38 ans, donc vous étiez née avec une identité masculine, hein, en tant qu'homme. C'est ça. Alors allez-y, racontez-nous un peu d'abord votre parcours. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Mais en vrai déjà. Donc voilà, oui, effectivement, comme vous le disiez, j'ai fait mon coming out à 38 ans, j'ai commencé mon parcours de transidentité à 38 ans aussi. Voilà, donc en fait, voilà, c'était un sentiment que j'avais depuis petite où mon esprit ne coïncidait pas avec mon corps, tout simplement. C'est ça surtout la transidentité. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on fait l'apologie à cause du wokisme, de la transidentité, de l'homosexualité, de tout ça chez les jeunes. Moi, j'ai envie de dire, il faut accompagner les jeunes, effectivement. On a la chance en France de pouvoir protéger les enfants et les ados jusqu'à leur majorité au niveau opération. Donc, il n'y a aucune opération qui est possible avant les 18 ans. Maintenant, c'est quand même un parcours qui est quand même long, fastidieux. C'est comme souvent je le dis, c'est un marathon et pas un sprint. Donc, on peut se sentir effectivement homme ou femme à l'intérieur de soi, alors que son corps est de l'opposé. Mais il faut quand même prendre le temps de faire les choses. Il faut quand même prendre le temps de se poser pour de se poser les bonnes questions, j'ai envie de dire, avant de rentrer dans un parcours de transidentité. Puisque aujourd'hui, il y a aussi la détransition qui existe. Il y a des gens qui vont se lancer dans ce parcours-là, tête baissée, ou peut-être des fois les parents qui vont dire, moi je vais être un bon parent, donc mon fils sans fille, donc on va tout de suite rentrer dans ce parcours-là. On va l'amener à l'étranger pour pouvoir faire des opérations, parce qu'à l'étranger c'est possible. Et enfin, dans certains pays en tout cas c'est possible, et alors qu'en France pas du tout. Et puis pour peut-être faire une détransition dans 2 ou 3 ans. Non, c'est quand même quelque chose qui est lourd. On fait quand même subir beaucoup d'opérations à nos corps. Et c'est pour ça qu'il faut quand même prendre le temps d'analyser les choses et d'être sûr de ce qu'on fait, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Oui, vous avez un discours très très réaliste et en même temps très modéré, Delphine. Ce qui est important peut-être déjà à dire à ceux qui nous écoutent, c'est que ce qui est très très embêtant, c'est lorsqu'on donne des hormones en grande quantité à des enfants qui n'ont pas fini leur croissance, hein, Philippe Hoffman. Alors, on va donner un bloqueur d'hormones. Excusez-moi. On va donner un bloqueur d'hormones déjà. On va bloquer les hormones et effectivement, alors. Philippe sera plus à même à répondre à ça que moi, mais aujourd'hui, moi, je suis pas médecin, mais on ne sait pas ce que ces bloqueurs d'hormones vont apporter à nos enfants dans 10, 15, 20 ans. Voilà, on n'a pas assez de recul là-dessus, en fait. Oui, alors donc, oui, vous avez raison, on n'a pas assez de recul, mais ce qu'on sait, c'est que, comme vous avez, moi, je salue votre témoignage parce qu'il faudrait qu'il y ait plus de témoignages comme ça quand on parle de transidentité, parce que effectivement, faut pas en faire une idéologie. C'est une souffrance. C'est pas et qui s'inscrit depuis des années et qui mature plus ou moins bien chez les uns et chez les autres.
Et en plus, une fois que vous avez subi, comme vous l'avez dit, toutes les opérations, vous devez aussi prendre une hormonothérapie qui est pénible, qui peut être aussi en partie dangereuse, hein, parce qu'on sait très bien que ça peut générer des troubles après. Et voire des cancers. Donc c'est quand même c'est une sacrée aventure. Et donc que des parents précipitent leurs enfants qui ont dans cette aventure-là, je trouve. Enfin, nous on est une grande partie des psys à trouver ça scandaleux. Hein. Donc d'ailleurs, jusqu'en juillet dernier, en 2022 là. Ils ont fermé une consultation en Angleterre où justement on donnait des bloqueurs d'hormones à des jeunes de 8 ans. Oui. Alors on va revenir avec vous, Delphine, après les infos, mais là il est vraiment temps de laisser la place aux infos. C'est Céline Alonso, je vous souhaite une très bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Cam 4. Des shows très très chauds en webcam. Découvre de nouveaux plaisirs sans tabou pour mater sans être vu et réaliser tes fantasmes les plus chauds. Inscris-toi gratuitement sur cam4.fr. Cam 4. Tu cliques, tu mates, cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Sud Radio Antibes 97.9. Sud Radio, il est 15h. Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Parlons vrai. Les infos, nous retrouvons Mathieu Bellisario. Bonjour, la décision de justice est tombée. Youssef Attal a été condamné 8 mois de prison avec sursis, 45 000 € d'amende pour provocation à la haine. Le défenseur algérien de l'OGC Nice avait publié une vidéo appelant à un jour noir sur les Juifs, quelques jours seulement après les attaques du Hamas le 7 octobre dernier en Israël et la contre-offensive de l'État hébreu. Bruno Martini déchu de sa Légion d'honneur. Le décret a été publié au journal officiel. L'ex-président de la Ligue nationale de handball et ancien gardien de l'équipe de France avait été condamné l'an passé à 1 an de prison avec sursis et 2 500 € d'amende pour corruption de mineurs. Il avait reconnu avoir échangé des images pornographiques avec un adolescent âgé de 13 ans. Dans l'actualité également, le scénario se répète dans le Pas-de-Calais. Après les inondations de novembre dernier, le département est de nouveau placé en alerte orange aux crues et doit encore faire face à de terribles intempéries. Météo France attend encore entre 20 et 40 mm de pluie aujourd'hui. Du côté des renforts, 4 mégapompes pour absorber l'eau sont en cours d'acheminement dans le département, précise la sécurité civile. Elle devrait arriver ce soir avant d'être utilisée dès demain matin. L'inquiétude dans la Drôme, une femme de 56 ans est portée disparue depuis 2 jours. Cette randonneuse confirmée a quitté lundi matin son domicile familial de Charpey pour aller marcher sans son téléphone. Des recherches ont été lancées sans résultat pour le moment. Le pic est attendu ce soir. La pluie d'étoiles filantes des quadrantides sera visible dans le ciel, un phénomène que vous pourrez observer partout en France à la nuit tombée à l'œil nu, pas besoin de matériel. Pour en profiter, la NASA recommande de trouver un endroit éloigné des lumières de la ville. Selon l'organisation internationale des météores, 200 météores par heure pourraient défiler pendant 6 heures. Et puis Ticket d'or, c'est le nom du nouveau jeu à gratter de la FDJ. Il a été lancé hier dans tous les bureaux de tabac, également en ligne. Un ticket vendu 5 € avec l'espoir peut-être de remporter jusqu'à 500 000 €. C'est le jackpot maximal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. Excellente journée en notre compagnie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est reparti pour cette deuxième heure. On avance, on se rend compte que c'est pas si simple aujourd'hui d'aider nos ados à se construire. Philippe Hoffman est avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents. C'était aux éditions Albin Michel. Vous êtes auteur de bien d'autres livres, notamment Le chien est une personne, puisqu'on en a parlé il y a quelques instants avec Tiffaine. Alors Delphine est avec nous. Delphine, vous avez donc changé d'identité, hein, vous êtes devenue femme après l'âge de 38 ans. Ce qui serait peut-être intéressant pour ceux qui nous écoutent, Delphine, qu'est-ce que vous ressentiez? Comment vous pourriez définir ce qui se passe dans notre tête quand on est donc né avec un pénis, sans poitrine, et que au fond, à l'intérieur de nous, on se sent de plus en plus femme? Alors, ce qui se passe dans notre tête quand on est jeune, déjà, j'ai envie de dire, c'est que
Moi, à mon époque, je me sentais seul. Parce qu'on n'avait pas les mêmes médias que ce qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas Internet, donc on parlait pas beaucoup de ces choses-là, surtout dans ma famille. Et c'est vrai que bien souvent, le soir, je me couchais et je me disais, bon ben, ce que j'ai entre les jambes là aujourd'hui, bah, demain, je vais me réveiller, ce sera un cauchemar. Enfin, c'est un cauchemar et je vais me réveiller, il n'y aura plus rien, quoi. Et en fait, non. Vous aviez 20 ans en quelle année qu'on se repère bien par rapport à la société? J'avais 20 ans en 2001. J'avais 20 ans en 2001, mais même encore plus jeune, si vous voulez. Même beaucoup plus jeune. Moi, je me rappelle, je devais avoir peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Où déjà, je pensais à cette transition. Mais pour moi, c'était de l'ordre de l'impossible, tout simplement. Donc du coup... bah, j'ai avancé comme ça. Alors c'est vrai que j'ai pas voulu en parler parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était considéré comme une maladie mentale. Le peu de personnes qui faisaient une transition devaient passer devant 3 psys. Il fallait que les 3 psys valident vraiment la dysphorie. C'était plutôt des psychiatres qui ne sont pas des psychiatres, oui, tout à fait, qui n'ont pas toujours la capacité à comprendre l'esprit comme notre psychologue Philippe Hoffman. C'est ça. Bon, après il y a quand même des très bons psychiatres. Moi, je suis suivi par un psychiatre qui est vraiment spécialisé là-dedans. Voilà. Mais voilà. Donc du coup, on se sent seul, et puis on n'ose pas en parler parce que c'est vrai que on se sent pas normal en fait, et on a peur que les adultes, en tant qu'enfants je parle, on a peur que les adultes, que nos parents ne nous prennent pas au sérieux, tout simplement. Voilà. Ouais. Et donc en tout cas moi pour ma part, j'ai refoulé tout ça pendant des années et des années, jusqu'à me travestir en cachette. Et puis c'est à ce moment-là où j'étais mieux, où je me sentais vraiment moi. J'ai eu une vie hétéro entre guillemets, où j'ai été marié, j'ai eu une enfant, j'ai eu une vie d'homme, voilà. Mais à mon divorce, à ma séparation, j'ai ce côté femme qui est revenu, et mes puissances 10 000. Donc et c'est à ce moment-là en fait où je me suis senti vraiment moi, vraiment à l'aise. Et donc j'ai décidé de faire mon coming out. Mais on se sent seul, on a peur de perdre les gens qui nous entourent. Voilà. Alors j'ai de la chance, moi, mes amis l'ont très bien pris, donc personne m'a tourné le dos, ou presque personne. Mais c'est vrai qu'on a cette peur-là en fait. Je crois que surtout vous avez peur de pas être compris, comprise, je devrais dire. Pardon Delphine. Non, c'est pas grave. Je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'en effet c'est tellement, d'ailleurs ça interpelle de toute façon cette question de changement de genre. De genre, ouais. Après, c'est compliqué pour une personne cisgenre. Donc une personne cisgenre, c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête et dans son corps, qui est une personne née femme, qui se sent femme, voilà. C'est compliqué pour une personne cis de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne trans. Voilà, puisque c'est vrai que vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, et ça paraît impossible et complètement irréel, illogique que quelqu'un se sente absolument pas en adéquation avec son corps, quoi. Voilà. Oui, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué à comprendre que l'homosexualité, Philippe Hoffman. C'est beaucoup, ouais. Oui, beaucoup plus. Et il faut aussi souligner, Delphine, que vous êtes peu nombreux à avoir cette particularité, parce que c'est quelque chose qui traverse l'esprit de beaucoup d'adolescents et qui est en résonance avec effectivement tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ailleurs. Pour vous donner un exemple, par exemple, en Suède, l'année dernière, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils ferment leur consultation de dysphorie de genre, parce qu'ils ont eu une augmentation de 1500%. Vous voyez, par rapport à il y a 10 ans. Donc ils se sont dit, c'est pas possible, il y a un truc là, on n'est plus dans des vraies préoccupations de dysphorie de genre, on est dans
dans un phénomène de mode dont se saisissent les adolescents parce que ils ont des angoisses corporelles, quoi. Donc là, on est bien au-delà dans ce que vous dites et vous avez eu raison aussi de signaler tout à l'heure que il y a des jeunes qui s'engagent un peu avec l'appui des parents un peu trop rapidement là-dedans et qui ensuite font une détransition, mais pour lesquels c'est compliqué, surtout s'il y a eu des opérations ou s'il y a eu des bloqueurs hormonaux qui ont fait que ils n'ont pas évolué comme ils auraient pu l'être dans leur sexe biologique. Donc, par contre, pour vous, on voit bien que le parcours est complètement différent. Et c'est un parcours d'adulte. Vous avez même été marié avec un enfant. D'ailleurs, à ce propos, comment le prend votre enfant, cette histoire de coming out? Alors moi, au départ, donc c'est une fille. Ma fille le prenait bien. On va dire quand même, ouais, elle le prenait bien. Mon ex-femme le prenait beaucoup moins bien. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je vois très peu ma fille parce que je pense que quel âge? Elle a 14 ans. Oui, c'est normal. C'est un âge compliqué. Voilà. Hein. C'est un âge compliqué, donc je comprends. Voilà, il y a. D'autant que sa mère ne doit pas l'aider, hein, puisque elle-même le vit pas très bien. Oui. C'est ça. Ce qui est un peu normal d'ailleurs Alors, c'est pas la cause du divorce, attention, hein. Mais non. j'ai fait le coming out bien après. Mais c'est vrai que oui, effectivement, sa mère, je pense qu'elle s'est aussi sentie trahie. Mais il faut aussi se dire que une personne qui fait son coming out, quel que soit l'âge, hein, mais qui a eu une vie normale entre guillemets avant, elle s'est menti aussi à elle-même, quoi. Elle s'est menti à elle-même pendant des années. Voilà. Bien sûr. Donc voilà. Maintenant, juste pour en revenir aux enfants, je pense qu'il faut écouter les enfants. Si ils veulent qu'on les genre ou au masculin ou au féminin, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai de prendre le temps de bien poser les choses avant de commencer un parcours de transidentité, quoi, tout simplement. Eh bien, je pense que votre témoignage est important et je vous en remercie, Delphine, parce que ça montre bien que ce n'est pas un phénomène de mode. C'est quelque chose qui d'abord, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. C'est pas. Enfin, je veux dire, on en parlait peu parce que c'est en effet très marginal, mais c'est depuis la nuit des temps qu'il y a ce troisième sexe, si je puis dire, de gens qui qui ne se sentent pas bien dans leur sexualité, leur biologie de naissance. Voilà, j'ai cherché quelque chose qui puisse convenir à tous. Merci beaucoup, Delphine, de votre témoignage. Vous pouvez bien sûr réagir si vous le désirez sur Sud Radio au 0826 300 300. On fait une petite pause, Philippe Hoffmann, et c'est Patrick qu'on va retrouver dans un instant. C'est Jacques Pessis. Bonne année, très bonne année. Une année meilleure que les précédentes. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Hoffmann, on se pose la question de l'adolescence et de comment on devient homme ou femme. Voilà, on voit bien que c'est pas si simple tout au long des témoignages que nous avons déjà eus, et on va retrouver Patrick qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe Hoffmann. Hoffmann, hein. Hoffmann, d'accord. Hoffmann, oui, avec un H, pas une K. D'accord. Voilà. Oui, donc Patrick, vous êtes père d'enfants de deux générations, hein, puisque vous avez des grands et des tout petits. Oui, c'est ça. J'ai des grands-fils qui ont 24 et 25 ans, et j'ai maintenant recommencé une autre famille avec des enfants qui ont entre 3 mois et 5 ans. Donc 3 enfants en plus, 2 filles et un garçon. D'accord. Et donc par rapport à ça, moi j'ai rien d'extraordinaire à raconter, si ce n'est
que je les élève, on me pose souvent la question quand j'ai surtout les filles après avoir eu 2 garçons, alors quand c'est différent, tu vois bien que c'est pas pareil, etc. Mais moi je considère que je les ai élevés un peu pareil, même si eux-mêmes, de par leur genre, et ils sont plutôt genrés garçons et filles, ils sont un peu différents, mais pas tant que ça. Et surtout, par exemple avec les filles, je joue au foot et je leur parle de foot, et puis dans mes garçons, il y en a qui, quand il était enfant, quand il avait 5-6 ans, il a pris des cours de danse parce qu'il avait beaucoup dansé. Et je l'ai pas forcé ou je l'ai pas orienté en disant absolument il faut que j'ai des dosages pour avoir une contrepartie ou faire en sorte que mes garçons aient leur part féminine ou faire en sorte que mes filles aient leur part masculine. Premièrement, donc je les ai surtout j'étais à leur côté et avec beaucoup de bienveillance. Et sur le genre en général, je pense que le grand progrès qu'on a peut-être dans notre génération actuelle là de parents, en tout cas de ceux que je côtoie, c'est que déjà par rapport au genre en général, j'entends moins de propos homophobes, par exemple, que j'ai pu entendre quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, en gros, dans les années 70, on voyait mal les gens qui étaient homosexuels et c'était pas très valorisant, quoi. Que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme. Alors je dis pas que ça a disparu, mais en tous les cas, dans le radar que j'ai de mes proches et de moi-même, mes enfants n'ont pas vu, entendu ou constaté de propos homophobes ou de discrimination de cette nature. Et comme les enfants, ils font pas ce qu'on leur dit, mais ils font ce qu'on fait en général, au moins cet exemple-là d'être tranquille par rapport à ça, de les accueillir d'accueillir les autres tels qu'ils sont et pas comme un juge et un inquisiteur, je pense que ça leur permet éventuellement, à mon sens, de pouvoir exprimer s'ils avaient des différences dans ce domaine-là, de venir vers moi et d'en parler assez facilement s'ils en avaient besoin. Et en tout cas, de ne pas se dire et pas à avoir à faire entre guillemets un coming out en disant papa, faut que je te dise, je sais que tu vas être déçu parce que tu n'arrêtes pas de mal leur parler, mais je suis soit lesbienne ou soit homosexuelle et j'aime les hommes ou j'aime les femmes. Enfin, là quelque part, c'est des choses qui leur regardent. S'ils m'en parlent, ils m'en parleront, mais je pense qu'ils n'auraient pas besoin d'avoir mon approbation. Ou d'avoir cette révélation à faire. Et d'ailleurs, à ce titre, je crois qu'il y a un de mes fils, un jour on a discuté, il m'a fait comprendre qu'il avait des petites copines, mais aussi des petits copains. Il était dit que les petits copains, c'était plutôt, dans la discussion, c'était plutôt pour, entre guillemets, s'amuser, et les filles, c'était plus sentimental, et il était comme ça. Bon, j'ai pas plus creusé que ça, mais il m'en a parlé. Et je pense que c'était pas ni un soulagement, c'était une information qu'il a voulu partager, point, sur ce qu'il faisait ou ce qu'il était. Mais et moi je l'ai accueilli en tant qu'information et pas du tout en termes de jugement ou d'une souffrance. Il avait l'air de bien le vivre, s'il le vit bien, grand bien lui fasse et que ça continue d'ailleurs. Alors vous avez évidemment raison, je précise même qu'il y a une loi maintenant qui punit toute personne qui aurait des propos homophobes. C'est important de temps en temps de rappeler la loi, parce que la loi fait aussi évoluer les mentalités. Philippe Hoffman, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Patrick ? Si j'ai bien compris, parce que j'ai pas tout perçu là du message de Patrick, parce que j'ai un problème je nous entends bien, mais j'ai pas très bien entendu Patrick. Par moments, je l'entendais et j'ai entendu particulièrement que son fils s'était confié à lui, c'est ça, hein, oui. Et donc ça, c'est plutôt. Il a quel âge là, celui qui s'est confié à lui ? Il a 25 ans maintenant. Et il me l'a dit il y a peut-être il y a 3 ou 4 ans déjà. Il a du mal à vous entendre, je sais pas pourquoi, mais il a quel âge, Brigitte ? Moi, j'entends très bien Patrick, donc je ne sais pas, mais en tout cas, il a dit à Patrick, donc quand il avait 20 ans, qu'il était bi et qu'il avait donc des relations de temps en temps avec des hommes pour s'amuser. Voilà. Bon, eh bien c'est maintenant. Oui, allez-y. C'est maintenant vous qu'on n'entend pas, donc je ne sais pas ce qui se passe. Bon, vous m'entendez pas ? Attendez. Bon, ça y est, on vous entend. Allez-y, Philippe Hoffman. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est important quand même que un garçon puisse se confier à son père pour quand il est d'orientation homosexuelle, parce que aujourd'hui, c'est ça il y a aussi un avantage dans le. Il n'y a pas simplement cette loi là sur l'homophobie, mais il y a aussi le fait que on accepte beaucoup mieux l'homosexualité qu'on ne le faisait il y a encore 10 ans. Hein.
on peut dire que depuis la loi de 2013, il y a quand même sur le mariage pour tous, là, les choses ont beaucoup changé, et dans les mentalités, dans toutes les mentalités, et même chez les gens qui étaient assez traditionnalistes. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que en fait l'orientation sexuelle c'est pas quelque chose qu'on choisit, ça s'impose à soi, et puis c'est tout un cheminement par rapport à une histoire infantile et à des expériences. Et en fait, une fois que c'est là, souvent il y a la honte. On a la honte sociale qui pendant des années a fonctionné et a fait que les homos étaient obligés d'avoir des attitudes toujours cachées, etc. Et maintenant, ils se confient beaucoup plus. Les coming out, bon, parfois se font très tôt, voire peut-être un peu trop tôt. Il y en a à 14 ans qui affirment, comme tout à l'heure avec la première auditrice, qui affirme une homosexualité, puis à 15 ans ils affirment une hétérosexualité, puis à 16 ans une bisexualité. Enfin, bon, c'est autre chose. Mais là, faire un coming out et vraiment parler de son homosexualité avec son père quand on est un garçon, c'est très important et que le père puisse l'entendre et ne pas la juger. C'est très important parce que ça soulage aussi tout un tas de phénomènes de honte, de rejet, qui font que chez les homosexuels, chez les jeunes en particulier, il y a beaucoup plus de tentatives de suicide par honte sociale et par sentiment de rejet du père que chez le commun des mortels. Donc, en tout cas, merci Patrick. Votre témoignage est intéressant parce que ça montre bien aussi que les parents ont changé depuis une ou deux générations. Les parents sont beaucoup plus ouverts aussi à ce que leur enfant choisisse ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on choisit pas forcément notre orientation, mais vous êtes, oui, la société quand même évolue énormément et je trouve que ça c'est quand même assez important. Même si évidemment il y a encore beaucoup de choses à faire bouger. Patrick, je vous laisse conclure votre témoignage. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Non, exactement ça. Je pense que d'être apaisé et paisible par rapport à l'orientation de ces enfants là-dessus, je pense que ça peut que les aider. Et quand vous dites que l'évolution, souvenons-nous qu'il y avait quelqu'un qui faisait un peu votre métier dans les années 70 à la radio sur RTL, qui s'appelle Ménie Grégoire, qui est très connu. Et je me souviens très bien parce que ma maman écoutait cette émission, donc moi je l'entendais aussi. Et quand il était évoqué justement le fils homosexuel qui posait un problème à sa maman et qui appelait la radio, elle-même était beaucoup dans le jugement. Et bon, je la juge pas elle-même parce que c'était il y a 50 ans. Non, Patrick. Mais Ménie Grégoire n'a jamais été dans le jugement de l'homosexualité. Hein. Je l'ai côtoyé avant sa mort, donc non, je crois pas qu'on puisse dire ça. Mais elle était certainement obligée d'avoir des propos très réservés, si je puis dire, par rapport à l'homosexualité, vu l'époque où elle était en direct sur une grande radio. Oui. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit par exemple, en gros, ça allait être une souffrance pour l'enfant que quelqu'un qui était homosexuel, de par son homosexualité, ça c'est clair. Voilà, allait souffrir et que c'était un vrai problème. Alors qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, ça n'en est pas un du tout. Et donc on voit que ça, en effet, en 50 ans, ça a changé. De se dire que mon fils, s'il était homosexuel, ça serait un problème et il va en souffrir toute sa vie, ça va être compliqué, etc. Non, je pense qu'aujourd'hui, ça, pour une grande partie de la population, ça a vraiment changé. C'est même pas un sujet. Alors ça en reste pour certains, d'où la loi et d'où le fait qu'il faut être vigilant par rapport à ça, mais c'est vraiment le changement. C'est pour ça que je prenais à cet exemple en disant ce qui faisait la culture de l'époque, même dans des émissions où on parlait justement, c'était déjà aussi une révolution, un peu plus de choses intimes. À l'époque, on me disait homosexuel, c'est compliqué, ça va être une souffrance, ça va être une douleur, il faut l'accompagner. Alors qu'aujourd'hui, oui, mais vous savez, Patrick, il y a des choses qui ont énormément aussi changé pour les femmes, parce que l'époque dont vous parlez, une femme qui ne cherchait pas à épouser un homme et qui au contraire avait envie de vivre sa sexualité, elle était également mal jugée et certainement souffrait aussi d'être jugée de cette manière-là. Donc on voit bien quand même qu'il y a beaucoup de choses qui avancent et c'est plutôt bon signe. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. Je vais vous parler des baisers dans ce Love Conseil.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Jonathan Arfi, bonjour. Bonjour. Président du CRIF. La première bougie d'Hanouka a été allumée à l'Élysée. C'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Hanouka parce que l'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. Je pense que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas vocation à se reproduire. C'est une erreur? Je pense que c'est une erreur et qu'elle n'aurait pas dû se produire. Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Hoffman, j'ai choisi ce Love Conseil parce qu'on sait que les baisers, c'est important au moment de l'adolescence. Et donc je voulais revenir sur les baisers parce que c'est également très important dans une relation. Alors, mon Love Conseil s'appelle 1000 baisers. Alors j'exagère peut-être un peu, mais c'est vrai qu'il y a une multitude de façons de s'embrasser. Et pourtant, on a toujours tendance à s'embrasser de la même manière. Et je voulais rappeler aux couples qui nous écoutent que déjà dans cet acte simple, on peut faire un peu preuve d'imagination de temps en temps et on peut surprendre son partenaire, par exemple en lui mordillant ou en enfonçant un peu plus profondément la langue ou pourquoi pas en se refusant. Je trouve que il y a quand même une manière de s'embrasser qui peut varier au fil de nos humeurs, par exemple. Et alors, je voulais vous révéler un petit secret. Il semblerait, alors c'est plutôt destiné aux femmes, ce petit secret, il semblerait que la lèvre inférieure de l'homme est en connexion directe avec le gland de son pénis. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça vaut le coup d'éventuellement essayer de prendre donc avec nos lèvres et avec sensualité cette lèvre inférieure chez l'homme. Et puis, moi, je vous donne juste comme ça déjà 2-3 petites idées qui peuvent provoquer des sensations étonnantes. Par exemple, s'embrasser à travers de la dentelle, s'embrasser tout en mangeant un fruit un peu pulpeux. Enfin bref, voilà. Essayez d'inventer votre French kiss qui serait rien que le vôtre. Voilà, je trouve que c'est peut-être un bon moyen d'améliorer son intimité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Hoffman. Ah ouais, moi je trouve que c'est des très bons conseils. L'histoire du fruit juteux, c'est original et puis c'est hyper sensuel. Par contre, je suis pas persuadé pour l'histoire de la lèvre inférieure, mais enfin, on peut toujours essayer. Écoutez, en tout cas, ça peut être une manière de tester quelque chose. On ne sait jamais. De toute façon, on peut tout. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour. Ouais. Bonjour. Alors, vous avez des jeunes... Oui, je vous en prie, allez-y. Non, allez-y, parlez-y. Je vous en prie. Je voulais donc vous présenter et dire que vous avez des jeunes enfants de 10 et 7 ans et que vous insistez particulièrement sur la question du consentement et du respect, hein, c'est bien ça? Oui, le respect, ouais, et d'écouter aussi leur on va dire, subconscient bienveillant, on va dire, sur une personne, sur les gens qui peuvent côtoyer ou même leurs propres frères quand ils s'amusent ensemble. Des fois, il y en a un qui a pas envie, et ben des fois il me fait oui, j'ai pas envie, et ben je lui dis il a pas envie, accepte qu'il ait pas envie. Tu es obligé d'avoir envie. Voilà, même si c'est frustrant. Eh ben ça me paraît essentiel. Je pense que c'est vraiment moi j'ai toujours pensé qu'un parent qui par exemple voit son enfant arracher les ailes d'une mouche, il doit en profiter pour faire justement un message de ce que c'est que l'empathie, que la souffrance de cette pauvre mouche, même si c'est pour s'amuser, il n'y a pas de raison de lui la faire subir. Ça c'est un message, je crois, Christophe, qui est bien. C'est le rôle de, ça devrait être le rôle de chaque parent, non, Philippe Hoffman? Oui, ça devrait être le rôle de chaque parent, même si c'est très bien que les enfants parfois ont des mouvements agressifs ou doivent exprimer aussi une part d'agressivité, mais face à leurs parents, ils ont aussi besoin de limites. Ils ont besoin de conseils et ils ont besoin de comprendre que l'autre existe et qu'il faut le respecter dans sa sensibilité, y compris un autre animal. Puisque souvent, c'est des projections d'eux-mêmes, les animaux. Hein. D'accord. Ouais. Et après, ce
je me rappelle plus ce que je voulais exprimer aussi. Après, on peut toujours tracer une route entre guillemets, leur apporter beaucoup de cartes en main. Mais après, c'est à eux de voir si les cartes qu'on leur donne, ils veulent jouer avec, ou s'ils veulent les mettre de côté et jouer avec leurs propres cartes. Parce qu'on ne pourra jamais contrôler vraiment, puisque c'est pas une question de contrôle, c'est une question de porter des outils à la vie, et qu'eux ils se servent des outils ou qu'ils s'en servent pas, ou qu'ils se servent des outils du voisin s'ils ont envie de se servir des outils du voisin. Mais on ne pourra jamais influencer vraiment ce qu'ils vont faire plus tard. Oui, mais vous avez raison, c'est pas la question du contrôle, c'est la question de leur montrer des choses, de les guider avec vos propres convictions, et puis ils vont les adopter ou ils vont en adopter d'autres, mais qu'importe, à partir du moment où vous leur montrez un chemin, vous les guidez, parce que ce qu'il y a de pire pour un enfant, c'est qu'on ne lui donne aucun repère, parce qu'à ce moment-là, il n'arrive pas à se construire. On sait très bien qu'un enfant va se construire comme son papa, si c'est un garçon, ou pourquoi pas si c'est une fille d'ailleurs, ou à l'opposé. Mais de toute façon, il a besoin de repères. Donc vous avez tout compris. Vous avez deux garçons ou un garçon, une fille? Deux garçons. Oui, il me semblait, de la manière dont vous en parliez, que c'était deux garçons. Philippe Hoffman, vous savez, qu'est-ce que vous pourriez rajouter justement sur ce point essentiel? Moi, je suis mais vraiment complètement raccord avec ce que dit Brigitte, bien entendu. Il y a pas de... mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, parce que là, ils sont encore petits, mais il y en a un qui va s'approcher de l'adolescence, c'est que à l'adolescence, vous aurez l'impression que tout ce que vous avez guidé jusque-là, tous les grands principes éducatifs sont un peu balayés par la pensée de votre garçon qui grandit. Mais il n'en est rien. En fait, c'est des postures qu'adoptent souvent les adolescents pour braver un peu le monde des adultes et se construire par eux-mêmes. Et ils piochent dans leur environnement, chez les copains, dans ce qu'on dit, chez les voisins, dans la famille, et ils rejettent souvent tout ce qu'on leur a dit jusque-là. Mais c'est pas pour autant que derrière ce rejet, il n'y a pas une intégration des choses. C'est-à-dire qu'on est capable de dire celui-là il m'a traité de con, je vais l'éclater, mais en fait on dit ça, mais on le fait pas. Parce que dans l'éducation, on aura appris que on fait pas de mal aux autres comme ça gratuitement, sous prétexte que il a dit un mot de travers, on se défend autrement. Et donc il y a des choses que, au fil du temps, depuis la petite enfance, les enfants intègrent grâce à l'éducation fiable et constante de leurs parents. Et il faut, même si à l'adolescence vous avez l'impression que ça n'a servi à rien parce que ils vous envoient balader ou ils disent que vous comprenez plus rien à eux, c'est faux. Dans le fond, ils ont ça en eux. Et ça fait partie de ce qui les constitue, et ça leur permet aussi de se construire, parce que même s'ils font autre chose, ils se construisent en fonction de ça. Oui, Christophe, je vous en prie. Oui, non, mais après, j'ai rien à rajouter. Je comprends le message. C'est vrai que peut-être le plus dur reste à venir, c'est sûr. Mais je vois des fois leurs réactions quand ils ont, même ne serait-ce quand il y a un petit camarade qui a rejeté tout ça, je vois qu'ils réagissent pas comme les autres enfants autour dans le parc, ils réagissent pas pareil. Alors déjà, ça me fait plaisir de voir qu'ils réagissent pas pareil. L'autre fois, il y avait deux enfants qui essayaient d'écraser des insectes. Le plus petit, il est allé voir les deux enfants, il a fait mais ne les écrasez pas, ils vous ont rien fait. Voilà. Ouais, c'est chouette ce que vous racontez. Ouais. Et les deux enfants, ils ont fait ouais, mais on les aime pas en fait. Et mon fils, il leur a dit mais c'est pas une raison. C'est chouette ce que vous racontez, oui. Oui, voilà, ça fait plaisir des réactions comme ça, mais c'est sûr que l'adolescence est encore devant moi, quoi.
Oui, mais vous savez, si vous avez bien fait votre boulot en tant que parent, a priori, l'adolescence se passe quand même un peu mieux. Hein. Après, oui, Philippe a raison de vous rappeler que de toute façon, il y a un moment, ils vont bien falloir s'éloigner du papa pour se devenir un homme. Mais quand les choses ont été claires et que ça se fait et visiblement ça se fait dans beaucoup d'amour, ça se passe quand même généralement mieux, non, Philippe Hoffmann? Rassurez Christophe, ça va pas être... Oui, bien sûr, bien sûr. Et vraiment, mais rappelons quand même à tous les parents que l'amour ne suffit pas. Ça, c'est vrai. Pour éduquer un enfant, il faut l'aimer, mais il faut aussi lui donner des limites et un cap que l'on tient parce que on y tient profondément avec une forme de morale, etc. Si on a que de l'amour, on va tout lui pardonner, y compris quand il fait n'importe quoi. Et si on a que des limites, on va en faire un petit soldat et donc il aura l'impression d'être rejeté, de pas avoir assez d'amour. Donc il faut mélanger les deux, être à la fois ferme, chaleureux, limitant et aussi leur permettre de prendre des risques mesurés, mais pas toujours, pour que ils expérimentent la vie. Et ça se fait naturellement, mais en général, il faut bien rappeler ça aux parents. L'amour, c'est formidable. De toute façon, c'est comme ça quand on est parent, mais ça ne suffit pas. J'aime bien d'ailleurs cette expression élever ses enfants parce que je trouve qu'il y a cette dimension de les faire grandir, de les monter, si je puis dire, et je trouve symboliquement elle a beaucoup de sens. Ça me semble bien. Merci Christophe, en tout cas, merci de votre témoignage. Et puis on va conclure avec Arnaud qui a également des questions à vous poser, Philippe Hoffmann, pour pouvoir élever ses futurs enfants. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Hoffmann, psychologue clinicien, spécialiste des ados et auteur notamment de l'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents aux éditions Albin Michel. On va conclure avec vous, Arnaud. Arnaud, donc vous n'êtes pas encore papa, hein, vous n'avez pas encore d'enfant, mais vous avez des questions à poser à Philippe Hoffmann. Il vous écoute, allez-y. Bonjour Philippe, bonjour Brigitte, merci pour l'invitation. Du coup, oui, moi je voulais surtout parler d'un fait qui commence à venir, où on entend de plus en plus parler. Alors, attendez, je vous entends pas, on va faire ça par téléphone, alors attendez, parce que... Bon, on a un petit souci. J'ai eu un petit souci là tout à l'heure, restez en ligne. Hein. Donc Arnaud va pouvoir poser sa question à Philippe Hoffmann dès qu'on aura réglé ce problème technique. Mais en tout cas Arnaud, vous avez envie d'avoir des enfants visiblement. La question se pose encore. D'accord, la question se pose encore. Et pourquoi? Suite à est-ce qu'il serait heureux dans le monde dans lequel on vit? Est-ce que voilà, c'est un peu si je me pose la question du moi, je dirais que j'en voudrais un, mais c'est quand je me pose la question pour lui, est-ce que vraiment le cadre c'est un environnement dans lequel je voudrais le voir grandir? C'est tout le sujet de la question et voilà. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on entend souvent dans les gens, enfin les gens qui aujourd'hui hésitent à avoir des enfants, c'est souvent à cause du monde dans lequel on vit actuellement. Et vous avez quel âge aujourd'hui, Arnaud? J'ai 34 ans. 34 ans. J'ai 34 ans, j'ai une grande famille autour de moi, j'ai un contact assez facile avec les enfants, mais quand il s'agit de savoir si j'ai envie d'avoir un enfant, si j'ai envie d'engendrer tout ça, la question se pose et je ressens pas encore ce moment de ok, je suis prêt, et je préfère vraiment sentir ce moment où pour pouvoir en profiter pleinement, je dirais.
être oui, mais vous savez, vous savez, Arnaud, c'est souvent la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire en ce qui vous concerne évidemment avec une femme, qui fait qu'à un moment donné, ce désir d'enfant devient plus prégnant. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein, en tout cas chez les hommes. L'avantage que vous avez par rapport aux femmes, évidemment, c'est que vous avez le temps, vous. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, je me laisse le temps, en tout cas, et de bien sentir ça pour pouvoir en profiter pleinement si enfant il y a, quoi. D'accord. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé Philippe Hoffman. Non, toujours pas. Donc, on va essayer de régler ce problème avec Philippe Hoffman. Et bien, je vais continuer à vous questionner, hein, Arnaud, sur votre désir d'enfant, votre non-désir d'enfant. Vous êtes issu d'une famille nombreuse ou pas? Oui. Issu d'une famille nombreuse, élevée dans une. On est 7 frères. 7 frères et sœurs? 7 frères? On est 7 garçons. 7 garçons. 6 frères et 7 garçons, ouais. Que des garçons? Ah bah dis donc. Donc grande famille, et donc en étant l'aîné, j'ai toujours grandi avec des petits frères, et donc du coup un peu cette dimension de l'enfant un peu présent comme ça, et donc du coup peut-être moins le besoin aussi d'en avoir, mais je pense que la question de la responsabilité du parent et de sentir le moment opportun, je crois qu'elle se présente aussi, où j'ai pu en discuter dans des entourages autour de moi, et je trouve que le fait d'être parent, c'est quelque chose qui est aussi inné, où on le sent profondément, et comme disait Philippe tout à l'heure, il ne faut pas laisser la place au doute, ou je dirais à l'insouciance. Je crois qu'il est important de rappeler aussi une grande part de responsabilité. Alors, excusez-moi, mais... Oui, Philippe, allez-y. Oui, vous m'entendez là? Oui, allez-y, Philippe. Oui, non. Je disais, vous êtes le numéro combien chez... Le numéro 1. Ouais. Vous êtes l'aîné, hein? Ouais, c'est ça. Ok. Oui, donc si vous avez eu 7 frères rapprochés? Oui, j'ai un frère jumeau, et après entre 3 et 4 années, je dirais qu'il Donc vous avez dû assumer, j'imagine, une forme de ce qu'on appelle une forme de parentalité, quoi. C'est-à-dire que vous êtes occupé des petits frères en plus de votre maman, non? Non, pas exactement. Non. Vraiment, ma mère fait ça très très bien, et vraiment, elle avait tout le. Non. Juste le fait d'avoir un peu la maturité par rapport aux autres, mais. Oui. Enfin, en tout cas, ce qui est important quand même, c'est que lorsque vous étiez enfant, vous avez vu des bébés, vous avez vu des enfants grandir, donc vous êtes quand même à l'aise. Dans un milieu avec des enfants. Alors, je vous en prie, allez-y, posez les questions à Philippe Hoffman que vous aviez envie de poser. Du coup, je reprends, et je crois sentir en fait un problème dans mon entourage et dans la génération dans laquelle je suis issu. C'est un problème d'identité sexuelle, où on vient, entre guillemets, s'interroger sur les deux polarités que offre la nature. Alors, j'entends que il y a, je crois, dans ce que je peux voir, un problème entre l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle. Et pour moi, je pense que c'est une différence assez grande quand même, parce que pour moi, l'orientation sexuelle peut s'avérer une forme de féminité chez un garçon ou une sensibilité, ou peu importe. Et encore une fois, je pense que ça ne se discute pas, parce que c'est quelque chose qui est ancré, et où on ne peut pas faire grand-chose. Et je pense que le problème que je peux voir dans, entre guillemets, mon entourage et ma génération, c'est ce problème d'identité sexuelle, où on vient tout re-questionner. Et ça, c'est pour moi un problème qui est plus profond, parce que du coup, on vient re-questionner les lois fondamentales de la nature. Et est-ce que vous avez des craintes pour votre identité ou votre orientation, ou pour celle du futur enfant que vous feriez? Non, pas du tout. Je pense juste voir un mal-être en face, dans souvent comme on s'est parlé, et donc du coup un genre de questionnement, et sur un souci d'adapter ou de s'adapter à ce phénomène, je dirais, qui se met en place. Et je crois que c'est surtout ça, où
Et même en parlant, en discutant, il y a des gens chez lesquels ça dérange, etc. Et je pense que c'est juste question de contexte, je crois, et de clarification. Et je crois juste que moi, entre guillemets, dans ce questionnement d'identité sexuelle, il y a juste besoin d'une certaine forme de clarification, je dirais. Oui, bon, de toute façon, vous témoignez bien aussi de l'époque, c'est-à-dire que à la fois il y a beaucoup de choses qui sont libérées dans la parole, dans les expressions des gens qui appartiennent à différentes tendances ou communautés dites sexuelles. En fait, effectivement, il y a une confusion entre l'identité et l'orientation aujourd'hui qui fait que on est un peu paumé. Hein, on sait pas très bien sur quel pied danser. Alors si en plus on va devenir papa, est-ce qu'on va être un papa, un père à part entière, un homme, une référence masculine? Est-ce que ça va pas être trop? Est-ce que ça va pas être bon? Il faut pas trop se poser de questions. L'important c'est que de toute façon c'est une époque. On est dans une époque comme ça où il y a toutes sortes de choses qui sortent, qui s'installent, qui aussi s'ouvrent d'une certaine manière, mais c'est pas pour autant que la grande majorité, l'immense majorité des gens ne sont pas dans une tradition classique hétérosexuelle avec des stéréotypes sexuels qui sont reproduits depuis des milliers de générations et qui fonctionnent. Hein. Donc il n'y a pas, on n'a pas à se poser trop de questions là-dessus. L'important, c'est plutôt dans le désir d'enfant, de savoir si on a envie de faire un enfant seul, entre hommes, entre femmes ou avec un papa et une maman. C'est une vraie question. Pour vous, c'est une question. Vous envisagez de faire un enfant avec une femme? Oui. Oui. Donc, pour vous, c'est à la limite, c'est plus simple parce que vous rejoignez la grande majorité, les plus de 95% des gens, et donc évidemment, rien n'est acquis en termes de longévité du couple aujourd'hui, mais malgré tout, vous vous engagez dans une idée que vous avez un désir d'enfant commun, que votre femme va porter l'enfant, que vous allez accompagner cette grossesse et que vous allez participer en fait dès le plus jeune âge au fait de nurser l'enfant, de vous en occuper, parce que ça aussi, ça a beaucoup changé. Les papas maintenant sont vraiment très proches aussi des gestes qui étaient autrefois uniquement alloués aux femmes. Alors vous lui donnerez pas le sein, mais enfin vous pouvez lui donner le biberon, vous lever la nuit, lui changer les couches, et en plus c'est très agréable et parce qu'on découvre l'évolution de son tout petit. Je suis vraiment d'accord que les mentalités évoluent dans le contexte de l'enfant, etc. Mais pour moi, ce qui me semblait intéressant de partager, c'était que, en fait, c'est pas tellement la question de l'enfant, mais surtout la question de l'identité sexuelle, où dans ce mouvement un peu de binarité ou de choses qu'on peut retrouver, qui est dans cette génération-là, et je trouve que entre guillemets, nous, ça nous conforte à des autres idées, et je crois que ce qui me semblait intéressant de voir, c'est que il y a un peu cet amalgame qui est fait entre l'orientation sexuelle et l'identité, où il est intéressant de comprendre pourquoi on viendrait à la transsexualité, à des opérations qui arrivent avec le progrès de la science. Et pour moi, ça, c'est des questions qui sont, entre guillemets, primordiales, de savoir, entre guillemets, le juste contexte dans est-ce que c'est vraiment consenti, est-ce que c'est pas un mal-être profond sur le regard de soi et qu'on interprète sur le regard des autres.
Et je trouve que ça, mais vous savez, on en a parlé en début d'émission, la question du genre, puisque c'est finalement ça que vous soulevez. L'identité et l'orientation sont deux choses totalement différentes. On en parlera, on en parle souvent dans cette émission de toute façon. La question du genre, c'est vraiment très anecdotique, et ça ne l'est plus parce que on en parle énormément actuellement. Mais je crois que le mal-être qu'on peut avoir au moment de l'adolescence, je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, une fille qui tout d'un coup a ses seins qui poussent et qui a une très très forte poitrine, elle peut se sentir très mal dans son corps. Et elle se sent très mal dans son corps, ça ne veut pas dire qu'elle se sent mal en tant que femme, ça veut dire qu'elle se sent mal dans ce corps qui tout d'un coup se transforme et qui devient un petit peu dérangeant parce que évidemment les regards se posent sur sa forte poitrine. Si aujourd'hui elle est entourée de gens qui lui disent c'est peut-être parce que tu n'es pas vraiment une femme, elle pourrait en effet aller jusqu'à se faire opérer et se faire réduire les seins. Et ce serait certainement très triste, parce qu'au fond ça ne parle absolument pas de son mal-être en tant que femme, ça parle juste de son mal-être qu'on peut avoir parce que le corps se transforme. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose que beaucoup de psy dont Philippe Hoffman, puisque tout à l'heure Philippe vous en avez parlé, essaye aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme. Malheureusement, on est dans une société actuelle où plus c'est énorme, plus c'est comment dirais-je, spectaculaire, plus on va avoir envie d'en parler, plus il va y avoir des documentaires qui vont se faire là-dessus. Voilà, mais je crois qu'il faut tenir bon, parce que quand on interroge, et c'est ce que je fais tous les jours puisque je vous écoute tous les jours, quand on interroge les gens restent quand même très les pieds sur terre. Donc moi je suis pas très inquiète fondamentalement, même si on traverse une période de turbulence, on va dire, une période de turbulence. Mais en même temps, c'est grâce à cette turbulence qu'on laisse aussi chaque individu d'être libre, de faire ses choix. Et c'est peut-être sur ce message optimiste que je vais conclure cette émission. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose, Philippe Hoffman. Non, c'est parfait ce que vous avez dit. On va vers quand même plus de liberté au sens profond du terme. Maintenant, il faut toujours se poser la question des influences par rapport à ces libertés. C'est pas parce qu'il y a des mouvements idéologiques autour de la sexualité qu'on doit les rejoindre forcément. On a le droit d'avoir ses propres désirs, ses propres envies, et puis on a le droit d'être aussi un peu comme tout le monde, sans être un vieux ringard et d'être un papa et une maman avec des stéréotypes un peu à l'ancienne, et qui ont fait leurs preuves. Hein. Absolument. Donc, merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Philippe Hoffman, et puis tout de suite vous retrouvez Alexandre Delevanne. Demain nous serons avec Claude Parisot. C'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite une très bonne année avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.